Toujours restons sur la République démocratique du Congo. On le disait, l'opposant Martin Fayulu renonce à son mandat de député. Dominique Alizzi, vous aviez la parole. Oui, je disais que si tout ce beau monde-là rentrait, il n'est pas évident qu'à la prochaine élection, et plus le placer encore devant pour le fait qu'ils ont été recalés. Pour Moïse Katumbi, lui, il a été carrément interdit de séjour en RD, puisqu'il a tenté par la voie terrestre de rentrer, mais il a été empêché. Donc, Jean-Pierre Bemba également sera bientôt, si il décidait de venir, si eux tous s'installaient, il est évident qu'il risque de s'effacer totalement parce qu'il n'aura plus de visibilité. Les gars vont vouloir eux-mêmes s'imposer. Et puis, quand vous voyez, surtout au niveau de Kinshasa, il a fait un très bon score là-bas. En fait, c'est les voix de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est très populaire à Kinshasa, et vers Badolite, et puis au niveau de Bandundu et autres, il est très populaire là-bas. Alors que Moïse Katumbi, lui, il est beaucoup plus au niveau de Katanga et de Kasaï. Donc, si ce bon monde-là rentrait, ils vont vouloir s'affirmer, ils vont plus dire bon. Je crois que c'est fini pour lui en fait. C'est ce que je crois. Si tant est que vraiment Félix veut ouvrir vraiment la voie, le champ politique et permettre à tous les politiques de rentrer, ou ceux qui ont été empêchés de rentrer, donc je crois qu'il risque de se retrouver dans sa portion congrue. Donc il lui ferait mieux d'aller siéger là que de dire non. Mais je crois que normalement il doit être le chef de file de l'opposition, puisque si la majorité de l'ancienne majorité qui est actuellement majorité, le parti de Kabila et le parti de Félix Tshisekedi se mettaient ensemble, donc ils sont déjà mis ensemble. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Oui, ils sont obligés. Donc le chef de file de l'opposition lui reviendra normalement. Bon, je ne sais pas est-ce qu'il y a un statut de chef de file de l'opposition dans ce pays, je n'en sais rien. Si il y a au moins ce statut, donc il peut ne pas siéger, mais jouer le rôle de chef de file de l'opposition. Et comme c'est une institution avec les moyens aussi à disposition, je crois que bon, il peut s'en sortir en attendant que ses mentors reviennent et occuper là. Alors, Rodi, Martin Fayulu, c'est quand même quelqu'un qui est très conséquent envers lui-même parce qu'au-delà de cette annonce de renoncer à son mandat, on se rappelle en 2016, lorsque le Parlement était arrivé à expiration de mandat et qu'il y a eu glissement, il a refusé de prendre les salaires de la période de glissement. Il n'a pas pris sur les 2 ans, il a refusé le salaire. Non, vous savez, il y a des pays dans lesquels les gens sont tellement riches que ces genres de petits cadeaux ou ces petits poissons n'intéressent pas. Si les gens dînent ou déjeunent avec les requins, ce n'est pas avec les tilapias et autres que ça va. Donc, c'est un peu pour dire que l'homme reste dans une certaine constance. Mais il doit aussi mesurer, comme je le disais, l'ampleur de la situation, parce qu'aujourd'hui, il doit se mettre dans la tête qu'il était un candidat à défaut. Un candidat à défaut, parce que si toutes les conditions étaient réunies, il était loin d'être choisi comme candidat. Maintenant, aujourd'hui, s'il a la même mise sur une ville comme Kinshasa, il peut, en attendant que Jean-Pierre Bemba ne rentre au pays et les autres gros morceaux ne rentrent, se faire une bonne image et essayer peut-être, s'il veut rester dans la logique d'homme politique présidentiable pour peut-être la prochaine dans 5 ans, ben, il peut peut-être se contenter de ça et travailler à étendre donc le terrain pour le futur. Mais aujourd'hui, renoncer à ça, dans un contexte où les puissances qui ont essayé de le soutenir sont en train de le lâcher, et qu'aujourd'hui, le président reconnu par ceux qui avaient remis en cause son élection hier est en train d'ouvrir donc le terrain pour l'entrée probable des autres hommes politiques, je pense qu'il doit pouvoir mesurer avec plusieurs de tact sa position actuelle. Maintenant, selon moi, il fait une chose et son contraire. Moi, je ne siège pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, le moi, c'est la personne de Martin Fayulu qui ne siège pas à l'Assemblée, mais son siège n'est pas vide. Son siège est occupé. Lorsque le siège est occupé, ben, ça voudra dire, c'est un peu comme par exemple au lendemain des élections législatives dans certains pays, les DG de sociétés qui ont eu à aller battre campagne, tout qui ont été élus, ne siègent pas. Ils ont laissé leur siège à d'autres menus suppléants, à d'autres, je dirais, militants pour aller s'occuper de leur projet. C'est-à-dire, pour ces élections-là,
on choisit les pions gagnants, ceux que les communautés connaissent, qui peuvent être élus. Et quand on a le siège, donc aujourd'hui le problème c'est le siège, le facteur, l'élément à voir, c'est le siège, mais ce n'est pas la personne de Fayulu. Donc dès lors que le siège est occupé, je pense qu'il doit pouvoir reconsidérer sa position et essayer de jouer de nouvelles cartes. Il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre vous prononcer, c'est que je ne sais pas si ça se passe toujours dans tous les pays où on peut être candidat à la présidentielle et à la députation en même temps. Oui. Ailleurs même, les élections sont couplées. Quand c'est couplé, on peut être à la fois candidat au régional. Voilà, au régional ou au municipal, candidat aux législatives. Bon, généralement, on ne coupe pas ça avec les élections présidentielles. Généralement, c'est ce qui se fait. Mais en RDC, c'est ce qui a été prévu, ce qui avait été prévu pour le 20 décembre. Et donc, c'est ce qui fut fait par rapport au contexte et consorts. Donc, moi, j'aimerais revenir sur les dires de mon ami Rodrigue pour dire que je ne trouve pas dans la démarche de Fayulu une contradiction. Je ne trouve pas qu'il fait une chose et son contraire. Si Fayulu ne siège pas, c'est parce qu'il y a incompatibilité entre le poste de député et celui du président de la République. Qui est virtuel. Voilà, qui est virtuel, bien sûr, mais virtuel pour nous, qui sommes analystes. Oui. Virtuel, je suis sûr également pour lui, mais officiellement, c'est lui qui prétend occuper ce poste-là. Donc, comme tel, il ne peut plus siéger au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas qu'il ne reconnaît pas son élection, encore moins les élections législatives de l'année dernière en RDC. Il reconnaît ces élections législatives, mais il ne peut pas siéger tout simplement parce qu'il est déjà président de la République et qu'un président ne peut plus siéger en tant que député. Donc, il est dans cette logique-là. Une seconde chose, c'est vrai pour moi qu'il va finir par perdre beaucoup de choses. Pour ne pas dire qu'il va finir par tout perdre. Dans la mesure où si on ouvre le pays pour que les poids lourds qui le soutenaient, voilà, rentrent au pays, c'est pour pouvoir solder, ce qui reste comme conflit, voilà, des dernières élections. Parce que si ces messieurs-là, nous sommes en politique. Si Moïse Katumbi, si Jean-Pierre Bemba rentrent au pays, il n'y a plus de quoi pour qu'ils soutiennent Martin Fayulu. Politiquement, il n'y a plus d'intérêt à soutenir Martin Fayulu. C'est ce qu'ils essaient de faire. Et pour finir, je ne suis pas sûr que le fait pour Martin Fayulu d'avoir refusé pendant 2 ans de toucher aux indemnités de députés soit la résultante de sa fortune ou de sa santé financière. Non. Il y en a qui sont des multimilliardaires mais qui volent encore des deniers publics. Ici, s'il l'avait touché, il n'allait même pas voler. Ça allait être, entre griffes, à la fois légal comme légitime. Mais il y a des gens qui sont des personnes de principe, qui sont des gens d'honneur. Malheureusement, ce sont eux qui ne prospèrent pas trop en politique. Dans certains pays, même si 10 ans après, ça peut être reversé. Hein. Bien sûr. Puisque c'est comptabilisé. Donc ça aussi, il faut noter ça. Non. Mais seulement, il peut prendre et puis offrir... Oui, sauf qu'on ne sera plus là pour constater ça. Ça a été également une décision politique de sa part. Histoire de dire que lui, il est clean en quelque sorte. Plus propre et plus blanc comme neige. Dans ce pays, je ne vois pas. Lui, il n'est pas un pauvre, ce n'est pas un pauvre type. Il a trouvé son argent où? Et dans ce pays, il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses. C'est que lui aussi, il en a saisi. Et il a prospéré. Et donc, je dis, bon, vous mettez là, je n'en veux plus. On peut conclure qu'il avait commencé les campagnes 2 ans plus tôt en refusant. Justement. En fait, bon, sachant c'est que, entre-temps, 2 poids lourds ont été d'une manière ou d'une autre recalés. Et c'est ça qui l'a propulsé. Sinon, si les deux devaient il devait peut-être se présenter, oui, mais il aura combien? Et puis moi, à sa place, il doit comprendre peut-être que Félix Tshisekedi est en train de jouer une carte qui l'écrase totalement en ouvrant le pays aux autres poids lourds. Parce que, figurez-vous que dans leur accord de soutien à Fayulu, il y a eu forcément des choses qui ont été dites. Donc, chacun se connaît. Ils se connaissent. Ils savent ce qui se cachait derrière cette candidature unique. Et donc, aujourd'hui, en décidant d'ouvrir le pays à la place de Martin Fayulu, c'est pour ça que je dis, il doit avoir un peu de retenue
dans tout ce qu'il fait par rapport à l'avenir. Maintenant, Sinon, par contre, s'il politique, y a le statut de l'opposition, il sera forcément le chef de file de l'opposition. Il n'a pas besoin de siéger. Oui, il n'a pas besoin de siéger. Oui, sauf qu'il ne peut pas l'être s'il ne le reconnaît pas. Parce que lui, il est aujourd'hui dans la posture de chef d'État. Non, de président de la même sur ce point, il ne va pas accepter assumer le du statut. moment où il prend le statut, c'est qu'il reconnaît qu'il est au Parlement. Si vous voulez sur ce point, il ne peut pas assumer, même s'il existait un statut de chef de file de l'opposition, ça ne peut pas de droit lui revenir dans la mesure où même pour les élections législatives, ce fut des coalitions. Et que ces députés-là, une fois que Jean-Pierre Bemba et autres vont revenir, ils vont entre griffes prêter allégeance à leur leader et non au leader de la coalition. Donc, tant que cette coalition est maintenue, on peut penser éventuellement que Fayoulou serait le chef de file de l'opposition, mais cette commission est, à mon avis, sera mise à mort. Donc, naturellement, Fayoulou ne peut plus, Fayoulou ne peut plus prétendre être chef de file de l'opposition. Mais il est quand même clair que ces différentes actions, c'est-à-dire renoncer à son mandat et même à son salaire, comme on le disait, ça lui fait marquer des points dans l'opinion aussi. Oui, mais est-ce qu'il a une assise politique? C'est ça, parce que, au fait, qui connaissait Martin Fayoulou avant? Personne. C'est juste parce que les autres ont été recalés qu'ils l'ont sorti de quelque part par rapport au fait qu'il est un peu sérieux, un peu rigoureux. Et c'est ça qui a peut-être motivé que ceux-là puissent se dire, bon, comme nous on a été empêchés, normalement ils auraient pu dire, bon, nous allons soutenir Étienne Tshisekedi, qui est leur, ou bien... Ce qui allait être logique d'ailleurs. Oui, qui allait, ou bien l'autre, Vital Kamerhe. Mais ils ont écarté tout ça, ils ont dit, bon, choisissons quelqu'un d'autre part. Oh, si eux ils étaient là, ils avaient la possibilité d'être là, sûrement qu'ils allaient... Mais s'il était si insignifiant, je ne pense pas qu'on l'aurait associé à l'accord de Genève. Oui, mais ils étaient 7 à Genève, dont lui. Oui. Donc, on mais le reconnaît je crois quand que même justement, par rapport à son intégrité, entre guillemets, s'il faut le dire, c'est par rapport au fait aussi qu'il a renoncé à ses indemnités, il a fait ci, il a fait ça. Bon, les gens, peut-être les deux poids lourds se sont dit que il a l'air sérieux. Il peut venir. Et puis c'est un opposant historique justement, aussi. Jouer pour eux, pour qu'ils reviennent. Au fait, c'est ça. Parce que lorsque vous mettez aussi quelqu'un qui est dans ses calculs politiques, il vient, il va encore plus verrouiller, vous empêcher de venir comme ça. Il fait premier mandat, il termine son second mandat, peut-être là. Et il place son. Non, mais c'est ce que je tenais à souligner. Il faut comprendre qu'à Genève, des discussions ont eu lieu, des accords ont été établis. Et donc, Félix Tshisekedi est au parfum de toutes les cartes qui devraient être jouées. C'est en cela que je dis, Martin Fayoulou, quand vous le voyez, il doit jouir d'une certaine probité morale. Je crois que c'est ça qui fait un peu sa particularité. Mais la mission qu'il devrait assurer, selon moi, c'est cette même mission qu'essaye d'assurer aujourd'hui Félix Tshisekedi. Et donc, je ne vois pas pourquoi, en faisant rentrer les autres, on parlerait encore d'un certain Martin Fayoulou. Il sera son propre image. Donc, pour moi, il n'a qu'à peut-être chercher encore, parce que c'est en politique. Il va on va passer maintenant à la Côte d'Ivoire, notre second sujet. Le vote finalement au Parlement a eu lieu. Un proche du président ivoirien Alassane Ouattara a été élu jeudi donc à la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro lors d'un scrutin boycotté par les députés de l'opposition. À l'issue du vote, M. Amadou Soumaoro ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimé et déclaré élu président de l'Assemblée nationale, a annoncé le député Mamadou Diawara, doyen d'âge du Parlement qui présidait la cérémonie. M. Soumaoro, 66 ans, a obtenu 153 voix sur 158 votants. La majorité requise était de 90 voix. Le Parlement ivoirien, il faut le rappeler, compte 255 députés, dont plus de 150 sont issus du RHDP. Dominique Aliziou, malgré que les députés de l'opposition aient choisi la politique de la chaise vide, la loi de la majorité s'est appliquée. Oui, évidemment. Ce qui est clair, que s'ils étaient même là, sûrement que l'autre allait gagner pour cause, parce que lorsque le bureau de l'Assemblée s'est réuni, ils ont adopté une procédure pour le vote, notamment le vote à bulletin unique. Et entre-temps, la dernière minute, à bulletin individuel. Ils changent maintenant de voter, d'utiliser le bulletin multiple. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que vous savez, avec cette histoire de cette guerre entre Soro et Ouattara, il y a des gens peut-être acquis à Soro, mais qui sont sourdines, qui seraient tentés, puisqu'avec les bulletins multiples, tu votes et tu ramènes les autres pour justifier pour qui tu as voté. Donc, je crois que c'était cette mesure. Si c'était un bulletin unique,
les gens risquaient de surprendre, puisque le PDC aussi positionnait un candidat. Donc c'était évident que les gens peuvent jouer et nuire à Ouattara en votant pour... Parce que dans cette guerre, il y a peut-être des gens en sourdine qui ne sont pas d'accord, mais qui ne se sont pas exprimés ou bien qui ne l'ont pas fait. Donc pour éviter... Donc, parce que qui parle de RHDP, c'est le RDR. Le RDR, Guillaume Soro également était un cadre important du RDR, vice-président du RDR. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il sait qu'il a encore des hommes acquis en sourdine qui sont là. Et c'est pourquoi, quand ils avaient adopté la première méthode qui consiste donc à utiliser un bulletin unique, tous en politique, et finalement, les calculs politiques se sont mis dedans. Ils se disent, nous risquons de perdre notre candidat en utilisant donc bulletin multiple comme ça, tu votes et tu ramènes les autres bulletins. On s'assure qu'effectivement tu as voté. Ça montre quand même que Alassane Ouattara, malgré tout, n'est pas sûr d'avoir les gens derrière lui. Oh, oui, tu sais, ça fait montre de la frilosité qui existe au sein du RHDP. Bon, d'abord, il faut dire que celui qu'on essayait de remplacer, ou celui qu'on a remplacé n'était plus n'importe qui. Je serais peut-être dithyrambique en disant que c'est l'homme politique ivoirien du 21e siècle, au niveau d'abord à la tête des étudiants, de la Fédération des étudiants, et voilà, et ensuite en tant que Premier ministre de 2002 à Vadou Gbagbo, et ensuite de Ouattara de 2002 à 2013, président de l'Assemblée nationale de 2013 jusqu'au 7 février dernier, et donc il n'était pas n'importe qui. Et quand vous voyez la manière dont on devait procéder à son remplacement, c'est-à-dire par une démission, et naturellement, il a déjà acquis à sa cause. Et n'oublions pas non plus que le RHDP, voilà, le Rassemblement des oppositions pour la démocratie et la paix, voilà, a environ 164 députés, 164 députés sur les 255, mais quand Guillaume Soro a quitté ce regroupement, Guillaume Soro a également créé un groupe parlementaire du nom du Rassemblement, et il a eu à mettre une femme à la tête de ce groupe parlementaire-là. Il y a donc, une vingtaine de députés dans ce... Justement, une vingtaine. Et ça, c'est ceux qui se sont affichés. Affichés. Ceux qui ont eu le courage de s'afficher. Et d'ailleurs, Soro a intérêt à ce que tout le monde ne s'affiche pas, pour que les informations puissent lui parvenir. Mais cette élection allait véritablement nous montrer le poids réel de Guillaume Soro au sein du RDR, puis du RHDP. Malheureusement, le mode de scrutin adopté ne permet pas aujourd'hui de jauger de ce poids ou du poids de Soro. Mais ce n'est qu'une partie remise. Moi, ce qui m'a beaucoup plus choqué, puisque ce n'est même pas une surprise cette élection, ce qui m'a choqué, c'est le fait que le Parlement soit devenu une caisse d'enregistrement, soit devenu, soit vidé de toute sa substance, de tout son sens. C'est devenu une relique qui ne représente que l'ombre de son passé. Et pourquoi est-ce que je le dis? Quand vous prenez Amadou Soumaoro, il n'était autre qu'un ministre auprès de la présidence de la République, et il est chargé des affaires politiques, quelque chose comme cela, la présidence de la République. Et c'est ce monsieur qu'on balance à la tête d'une institution qui est censée non seulement voter les lois, ça on le sait, aujourd'hui, on l'a dit depuis René Capitan, gouverner ce n'est plus seulement agir dans le cadre des lois existantes, gouverner c'est légiférer. Donc ça, sur ce point, ça n'étonne pas trop, mais qui est censé également contrôler l'action du gouvernement. C'est là que tout pose, ou c'est là où tout le problème se pose. Bon, est-ce qu'un problème se pose? Il faut lire la logique d'un certain Alassane Ouattara qui voudrait faire un forcing en 2020. Les cartes se jouent. Et là où j'apprécie le boycott, si je peux l'appeler ainsi, de l'opposition à ces élections-là, du remplaçant de Guillaume Soro, je pense que c'est une bonne carte d'ailleurs, parce que ça permet à Guillaume Soro de maintenir la ligne. Pourquoi? Parce que à travers ce boycott stratégique, je l'appelle, Ouattara ne sait plus qui dans son camp bosse aux côtés de Soro. Il serait resté dans la salle que ça allait... Parce que du changement même du mode de scrutin, vous lisez beaucoup d'approches. Parce que ça a été une sorte de bataille. Bulletin unique, bulletin individuel. Et puis après, à un moment donné, on se dit, attention,
qu'est-ce que le gars là mijote, nous on va aller, et ceux-ci se disent, ah si c'est à ça que vous voulez jouer, nous on sort. Donc pour Ouattara aujourd'hui, ceux qui sont sortis sont les seuls qui sont pour Soro. Mais ce n'est pas vrai. Vous-même l'avez souligné. En contraignant Soro à démissionner, et d'ailleurs l'opportunité pour lui de tenir un discours devant l'Assemblée pour faire ses adieux, et il reste là, il crée un groupe parlementaire. C'est-à-dire, Ouattara reconnaît que l'adversaire est de taille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'abattre? Mais l'autre carte que Ouattara, qui va échapper à Ouattara, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y a un député à la tête du pays, mais il y a aussi d'autres contraintes dans la mesure où ses alliés d'hier, qui lui constituaient une sorte de force avec le parti de Henri Konan Bédié, le PDC, qui sont déjà dans la condition d'une autre coalition avec le FPI, et notamment avec également Guillaume Soro. Et quand vous prenez cette recomposition de la classe, de reconstitution des pions sur la table, comprenez que ce sera une bataille très pénible, âprement à disputer, et tout sera peut-être vu clairement en 2020. Je crois que le vrai danger pour Ouattara aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. Ce n'est ni le PDCI... Mais Soro seul ne peut pas aller. Non, pourquoi Soro? Soro, aujourd'hui, dans le Nord, il est Djoula comme Ouattara. C'est-à-dire, ils sont du Nord. Et donc, aujourd'hui, entre-temps, ils avaient le Nord pratiquement acquis à eux. Mais aujourd'hui, le Nord est facturé en deux, divisé en deux. Maintenant, avec la majorité derrière Soro. Et Soro a beaucoup plus de sympathisants. Non, si, parce que j'ai eu la chance de suivre un peu. Vous savez qu'il était en campagne. Oui, et je crois que quelque part, lorsque vous lisez les choses, moi j'ai vu la chose venir quand on a démis Mohamed Bakayoko, le chef d'état-major de l'armée, quand on l'a démis, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on l'a démis rapidement, on a affecté les proches de Guillaume Soro qui étaient à la tête des garnisons et autres. Et entre-temps aussi, on a commencé par sauter les directeurs et autres là qui sont proches de Soro. Et les traquer par voie judiciaire. Je pense que c'est là, je me dis que non, il y a quelque chose qui se passe parce que si tant est que Ouattara veut encore faire un troisième mandat, pourquoi ne pas discuter avec Soro qui est comme son fils pour lui dire petit, tu as encore du temps, laisse-moi, je continue. Et puis, mais c'est qu'on a commencé par le casser, le détruire. Ça voudrait dire que s'il ne se replie pas très tôt pour retrousser ses manches, c'est qu'on va le décapiter. Et finalement, il ne pourra rien. Et je crois qu'aujourd'hui, la bataille sera encore plus rude entre comment en découdre avec Guillaume Soro pour reconquérir tout le Nord et faire face maintenant au PDCI RDA d'Henri Konan Bédié. Et jusque-là, n'oublions pas que le FPI aussi est en train de rebondir. Mais donc, je crois que 2020 serait vraiment très compliqué en Côte d'Ivoire. Et je crois que beaucoup de choses peuvent survenir. Même moi, je crains pour la vie de Guillaume Soro. Parce que Ouattara, à un certain moment, je vous dis que le vrai danger pour lui, c'est Guillaume Soro. Mieux que Bédié et puis Gbagbo. Alors, mais il y a aussi, quand on voit autour d'Alassane Ouattara, quand on voit le départ de Guillaume Soro de Bédié, on croirait qu'il ne reste plus de cadre avec lui, mais il y a aussi des têtes qui restent avec lui. Notamment celui qu'on lui prête de vouloir positionner, Ahmed Bakayoko. Et donc, je parle de Amadi Gon Coulibaly, le Premier ministre. Oui, mais beaucoup plus Ahmed Bakayoko. Enfin, je ne sais pas si le schéma change en temps, mais c'est lui qu'on essayait de monter en puissance. Rappelez-vous que même dans la crise togolaise, c'était lui que RFI avait annoncé comme étant le messager de Ouattara pour le président Faure Gnassingbé. Donc, c'est lui. Et quand on veut qu'une personne, quand vous voulez qu'une personne vous succède en politique, il y a des postes auxquels il faut affecter cette personne-là. Le ministère de l'Intérieur doit être un passage pour pouvoir être en relation avec les préfets, les chefs traditionnels et autres, mais également le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir être en relation avec les autres diplomaties. Et ça, malheureusement, certains le disent, que l'ancien président du Togo n'a pas beaucoup fréquenté. C'est malheureusement ce qui se dit, oubliant que l'instruction, la sagesse, c'est pas seulement à l'école qu'on l'acquiert. Vous verrez que le président actuel, Faure Gnassingbé, était président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Donc, déjà, on le préparait pour pouvoir assumer la succession. Et donc, pour revenir au cas présent, c'est vrai qu'il y a quelques défections, mais
quand vous avez le pouvoir, il est difficile à certaines personnes de vous quitter. Donc, tant que Alassane Draman Ouattara sera au pouvoir, il y a des opportunistes, il y a des arrivistes qui seront toujours, en tout cas de façon ouverte, autour de lui pour le soutenir. Mais je suis d'accord avec les deux amis. Guillaume Soro représente une véritable menace pour Alassane Draman Ouattara, parce que si l'adversaire était à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile à combattre que si l'adversaire est à l'intérieur. Et le cas de Soro, c'est que l'adversaire est à l'intérieur. Et ce qui donne, à mon avis, beaucoup plus de migraine à Ouattara, c'est qu'en dehors du fait que l'adversaire soit à l'intérieur, il y a également un adversaire qui vient de l'extérieur, notamment la CPI. On parle de Gbagbo, mais n'oublions pas trop vite Charles Blé Goudé. Et puis, pourquoi Ouattara, peut-être dans ce schéma, n'avait pas simplement positionné Guillaume Soro? Ça aurait été plus facile pour lui. Positionner Guillaume Soro, je pense qu'il y a eu des accords, vous savez, des accords. Et à un moment donné, Guillaume Soro a fait la lecture que les accords n'existaient plus. Du moins, c'était sur papier, mais dans la pratique, ce n'était plus ça. Comme Dominique l'a dit, quand on a commencé par lui couper les branches, traquer ses proches, ainsi de suite, mais le monsieur, il a commencé par réfléchir. Et à un moment donné, n'oubliez pas aussi qu'il y a eu des rumeurs qui circulaient comme quoi Alassane Ouattara s'apprêterait à envoyer Soro à la CPI lorsque le dossier est devenu un peu vide au niveau de la CPI, qui n'a rien trouvé pour prononcer, comment dirais-je, l'inculpation de Gbagbo. Étant donné que c'est deux camps qui se sont affrontés, et tout le monde sait que Soro était à la tête d'une faction armée avant l'arrivée de Ouattara, et donc c'est plus facile de le présenter. Quelque chose, si c'est pas Kofi, c'est Kojo. Donc, à ce temps-là, Soro a commencé par dire, tiens, si ce monsieur commence pas à présenter ça, c'est qu'il est dans l'optique d'avoir un autre mandat et notre accord ne tiendra plus. Parce que selon nos informations, l'accord prévoyait quand même que ce soit Soro qui lui succède. Ça veut dire entre les deux, c'est Ouattara qui a dégainé premièrement. Oui, Ouattara a commencé par dégainer parce que ses appétits étaient devenus trop... Mais je crois que Ouattara ne peut pas prendre le risque de plonger Soro parce que c'est Soro qui connaît tout. Sauf qu'il a essayé. Vous savez, ceux qui sont obsédés par le pouvoir, quand il est traqué par la gendarmerie, vous savez, ses proches qui sont perquisitionnés, on veut... Oui, mais ça, c'est pour l'affaiblir à l'interne. Mais je crois que... Et c'est source de financement, c'est-à-dire... Le temps est déjà passé. On va marquer la pause, on revient après le journal.